L'arme secrète de la Russie pour contourner les sanctions vient d'être exposée, et l'Allemagne a porté le coup. Ce mouvement pourrait bouleverser le commerce pétrolier mondial, resserrer l'étau sur le financement de la guerre de Poutine, et ébranler la stratégie de l'OTAN dans les pays baltes. L'attention mondiale se porte sur une flotte qui devait rester secrète, et l'événement récent pourrait amorcer son démantèlement. Alors, qu'est-ce que cette flotte fantôme ? Pourquoi était-elle intouchable jusqu'ici ? Quelles en sont les implications pour la guerre en Ukraine ? Restez avec nous, nous expliquerons tout dans l'épisode d'aujourd'hui de l'émission militaire. Commençons d'abord par les détails de la confiscation réelle, qui a tout mis en mouvement ici. Pour être honnête, toute l'opération semble être un accident complet, bien que extrêmement chanceux. Selon Reuters et d'autres médias, le pétrolier aurait perdu sa puissance motrice et aurait été trouvé à la dérive près de l'île de Rügen dans la mer Baltique. On ne sait pas encore si le navire a envoyé un Save Our Souls capté par les autorités allemandes, ou s'il a été trouvé avec ses moteurs en panne. Néanmoins, l'administration allemande a rapidement mis en œuvre une ordonnance de confiscation du navire sans hésiter. Le rapport de Reuters suggérait que le navire pourrait contenir jusqu'à 100 000 tonnes métriques de pétrole, ce qui vaudrait environ 43 millions sur le marché. C'est une énorme perte financière pour la Russie, et réduit sa capacité à transporter du pétrole vers ses partenaires commerciaux, dans ses efforts pour échapper aux sanctions occidentales. Le navire, qui naviguait sous le drapeau panaméen et s'appelait Eventin, est considéré comme l'un des nombreux navires russes qui opèrent au sein de sa flotte pétrolière fantôme. Le fonctionnement de cette flotte nécessite que la Russie dispose d'un approvisionnement suffisant en navires de marchandises. Heureusement pour eux, la Russie a une des plus grandes marines marchandes mondiales. Une estimation de 2023 par le projet Wisconsin suggérait que la Russie avait 976 navires de marchandises générales et 387 pétroliers dédiés, ainsi que plus de 1500 autres navires pour répondre aux demandes commerciales du pays. Cependant, tous les pétroliers n'étaient pas adaptés à ces opérations de flotte. Un pétrolier devrait généralement être assez vieux, avec une marque et un modèle similaires à ceux trouvés dans toute autre marine marchande nationale. La Russie utilise un pavillon de complaisance pour dissimuler la véritable propriété du navire qu'elle emploie. Les pays de l'ombre choisis ont généralement quelques points communs. Il s'agit souvent de petits pays, bénéficiant d'une faible surveillance et présence internationale, leur permettant de contourner plus aisément les réglementations courantes imposées par d'autres pays. Dans ce cas, l'Occident. La Russie utilise ses propres navires, y appose un drapeau différent et leur donne probablement un nouveau nom, plus approprié pour le pays d'origine du drapeau. La Russie utilise ses ports pour transporter des marchandises vers le monde entier, même avec des navires qui ne viennent pas de Russie. Selon la société de négoce de matières premières Trafigura, environ 600 pétroliers transportèrent secrètement du pétrole et des produits de pétroliers russes mais en février 2023. En décembre de la même année, ce nombre aurait augmenté pour atteindre 1089 navires. À ce moment-là, environ 75% de la flotte fantôme mondiale était impliquée dans l'expédition de pétrole russe, dont 66% gérant exclusivement les exportations russes. Les experts en analyse maritime estiment en outre que ces navires fantômes représentaient environ 18% des expéditions totales de pétrole à l'échelle mondiale à l'époque. La différence dans le nombre de navires ne venait probablement pas de la production de nouveaux bateaux par la Russie, ce qui contredirait sa politique d'utiliser de vieux navires, avec une assurance minimale, dont nous parlerons bientôt. La Russie a plutôt commencé à acquérir des navires étrangers, et à y hisser des pavillons totalement différents, afin de mieux tromper les autorités occidentales. Une autre tactique emblématique de la flotte de l'ombre, probablement utilisée aussi pour l'Aventine, est le transfert de pétrole de navire à navire en mer. Ces transferts se déroulent souvent en eaux internationales, principalement près de la Grèce, de la Malaisie ou du golfe de Finlande. Cela permet à la Russie de masquer la trace des navires, et de changer aisément de propriétaire sans le suivi adéquat du transport maritime traditionnel. En déchargeant le pétrole sur d'autres navires, les opérateurs en haute mer effacent ou déguisent efficacement l'origine de la cargaison, permettant au pétrole brut russe sanctionné de réintégrer les marchés mondiaux sous de faux prétextes. Les transferts de l'Aventine demeurent confidentiels, mais ces pratiques sont répandues dans la flotte. Comment cela est-il fait ? Eh bien, tous les navires maritimes sont soumis aux normes internationales maintenues par l'Organisation maritime internationale. Cela inclut l'affichage d'un numéro Organisation maritime internationale unique, l'enregistrement et le pavillon d'un pays spécifique suivant les réglementations, régissant les transferts de navire à navire ou système de distribution sélective, et en utilisant le système d'identification automatique, qui indique la position d'un navire. 50. Organisation maritime internationale
exige aussi que les pétroliers ont une assurance responsabilité civile pour les déversements de pétrole et autres accidents, les primes étant fixées par les sociétés de classification. Cependant, les navires de la flotte fantôme désactivent régulièrement leur système d'identification automatique intentionnellement pour échapper à la détection par les autorités de contrôle maritime. L'Aventine a probablement désactivé les dispositifs de suivi pour cacher ses itinéraires et éviter la surveillance occidentale. Cette tactique complique les efforts des régulateurs pour intercepter ou surveiller l'évasion des sanctions, offrant à ces navires une flexibilité opérationnelle importante. Il est donc probable que la confiscation effectuée par les autorités allemandes s'est produite presque entièrement par pur hasard. Si les moteurs du navire n'avaient pas échoué, déviant lentement vers des eaux plus surveillées par les autorités allemandes, il est plus probable qu'un autre pétrolier ou navire de maintenance aurait pu le rattraper, résoudre le problème et lui permettre de reprendre sa route. Les flottes fantômes dépendent souvent d'assureurs non occidentaux, basés en Russie, en Inde, en Chine ou dans des pays ne respectant pas rigoureusement les sanctions internationales. Ces assureurs fournissent une couverture nominale, qui permet à des navires comme l'Aventine de maintenir l'illusion de la conformité aux normes maritimes. Cependant, leurs assureurs offrent rarement une couverture adéquate pour les véritables risques maritimes. C'est une autre raison pour laquelle la flotte fantôme russe comprend généralement des navires plus vieux et mal entretenus. En cas de problème sur un navire, les pertes pourraient être réduites en minimisant les frais généraux et les coûts d'assurance. Il est probable que la défaillance des moteurs du navire était due à la négligence imposée par le manque d'assurance de qualité. Cela souligne des problèmes majeurs pour la Russie. D'abord, l'ampleur des opérations de la flotte fantôme russe en fait une ressource quasiment indispensable pour le pays. Ce qui est particulièrement frustrant pour les décideurs politiques occidentaux, c'est à quel point cette stratégie a neutralisé leurs sanctions. Malgré une 40% des revenus pétroliers russes, début 2023, suite à un choc économique, la flotte fantôme a permis un redressement notable. L'économie russe a augmenté de 4,1% en 2023, déjouant les prédictions d'effondrement. Le pétrole a continué à couler, mais par d'autres canaux et vers d'autres destinations. On estime que l'économie russe n'a diminué que de 1,2% en 2022, l'année de l'invasion et des premières sanctions. De plus, le pays était l'un des rares au monde à avoir subi une perte négligeable pendant la pandémie de coronavirus disease de 2020 à 2021, contrairement à la plupart des membres européens de l'OTAN. Grâce à plusieurs années d'équilibrage économique, la Russie a pu tirer profit de sa participation à la guerre dès le début. Malgré les sanctions initiales, la Russie a trouvé de nouveaux partenaires commerciaux clés, notamment au sein des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Les principaux partenaires commerciaux du pays sont passés de la Chine, la Turquie et les Pays-Bas à la Chine, l'Inde et la Turquie. Cela s'expliquait principalement par le sevrage de l'Europe du pétrole et du gaz russe. Avant la guerre, l'Europe importait plus de 80% de son gaz naturel, dont près de la moitié provenait de Russie. Fin 2022 seulement, 9% du gaz européen provenait de Russie, les États-Unis et la Norvège devenant des fournisseurs majeurs. Cela a directement conduit la Russie à se décharger des sanctions, en favorisant le commerce avec les quelques pays qui n'en ont pas mis en œuvre, à savoir la Chine et l'Inde. Ces deux pays sont devenus les principaux partenaires commerciaux de la Russie. On estime que les 2/3 du pétrole qui allait auparavant à l'Union européenne ont été réacheminés vers l'Inde après les sanctions. Le volume de commerce a un peu baissé suite aux nouvelles sanctions occidentales début 2024. Mais cela reste une source stable de pétrole pour l'Inde et d'argent pour la Russie. La flotte fantôme joue un rôle significatif dans cette situation, permettant aux navires de commerce de naviguer librement sur les mers et les océans. Malgré les sanctions occidentales, la Russie a réussi à développer son économie et à financer la guerre qui en est à l'origine. Pour illustrer ce point, la Russie a gagné 28% de ses revenus totaux, en exportant du gaz et du pétrole vers l'étranger. En 2022, les chiffres de 2023 suggéraient une dépendance légèrement inférieure d'environ 25%. Malgré une diversification accrue, un quart de l'économie du pays dépend toujours de l'industrie pétrolière et gazière. Mais c'est précisément pourquoi la confiscation réussie par les Allemands du pétrolier Shadow est essentielle pour saper l'économie russe. Si l'Occident peut couler davantage de navires russes, il peut grandement affaiblir la capacité militaire de la Russie. En 2025, le budget approuvé de la Russie s'élève à environ 40 et 1,5 trillions de roubles, soit environ 435,7 milliards de dollars, marquant l'un des plus grands plans fiscaux de l'histoire récente. Il faut souligner l'allocation pour la défense nationale, qui atteint 13,5 trillions de roubles, soit près de 142 milliards de dollars, une hausse notable de 25% par rapport à l'année précédente.
Cette allocation représente environ 32,5% du total des dépenses fédérales. Soulignant l'accent mis par le Kremlin sur la préparation militaire au milieu des tensions géopolitiques en cours et du conflit en Ukraine. La sécurité nationale et l'application de la loi reçoivent des ressources considérables, avec un financement de 3,5 billions de roubles, soit 36,7 milliards de dollars. Les dépenses combinées de défense nationale, de sécurité et d'application de la loi représentent environ 40 et 1% du budget fédéral total de la Russie, soulignant la priorité que Moscou accorde aux questions de sécurité. De plus, près d'un tiers du budget de 2025 est classifié comme secret ou top secret. Ce changement stratégique vers une préparation militaire accrue, une secret accrue et une augmentation des taxes sont des mesures indicatives des objectifs politiques et militaires plus larges du Kremlin au milieu du conflit en cours et des pressions internationales. Il convient également de noter que les autorités semblent minimiser l'accent militaire fort du budget. Les principaux responsables n'en ont pas parlé, et les publications d'affaires russes ne le couvrent pas de manière extensive. Cela double essentiellement le secret impliqué dans le processus. Cela montre surtout que le Kremlin poursuit sa propagande de guerre, ce qui jusqu'à présent a impliqué de montrer que le pays gagne clairement la guerre et qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Certains pays ont également noté que la flotte fantôme russe est un danger potentiel pour l'environnement et la sécurité mondiale. L'Estonie est en première ligne des défis de la sécurité maritime en raison de sa proximité avec la Russie le long du golfe de Finlande. Les navires commerciaux et pétroliers voyagent principalement d'est en ouest, transportant des marchandises des grands ports russes, comme Primorsk, le plus important hub baltique pour les expéditions de pétrole. Inversement, les navires à passagers opérant au sein de l'Union européenne transportent environ 10 millions de voyageurs par an et se déplacent principalement du nord au sud, augmentant ainsi considérablement le potentiel de collision maritime. La présence de navires russes, ancrés dans la zone économique exclusive de l'Estonie, en attente d'entrer dans les ports russes, a soulevé des inquiétudes concernant un éventuel préjudice environnemental en cas de déversement pétrolier. Certains navires restent immobiles pendant des jours, voire des mois, en attendant de pouvoir entrer. L'été dernier, les autorités estoniennes ont demandé des documents d'assurance à environ 200 navires ancrés, volontairement, ne recevant des réponses que de 2 tiers d'entre eux. Mari-Liis Sepp, du ministère estonien des Affaires étrangères, affirme que ces navires présentent un risque environnemental car ils jettent l'ancre très près du littoral estonien. Et même ceux qui sont assurés peuvent ne pas avoir une couverture fiable. Cela parle de la pratique susmentionnée d'utiliser une assurance qui est inférieure aux normes occidentales. Selon le ministère estonien des Affaires étrangères, certains des nouveaux transporteurs d'assurance en Russie viennent du Kirghizistan et du Kazakhstan, 2 anciennes républiques soviétiques enclavées. De plus, la Russie entretient une relation étroite avec ces pays en soutenant leur gouvernement, allant jusqu'à déployer son armée pour réprimer les manifestations violentes au Kazakhstan. En 2022, la dissimulation d'identité, la désactivation des identifiants de diffusion, l'utilisation de vieux navires avec une assurance insuffisante et probablement une maintenance inférieure à la norme signifie que la flotte fantôme russe, représentant près d'un 5e du commerce naval, est l'un des aspects les plus volatiles et dangereux de ce secteur actuellement. Ils représentent un nombre important de navires non détectés, menaçant considérablement la sécurité des bateaux opérant légalement. De plus, ces navires transportent du pétrole brut, un combustible fossile très dangereux pour l'environnement. Une marée noire majeure ou un accident de pétrolier fantôme pourrait susciter l'indignation internationale et entraîner de vastes répressions, même de la part de pays neutres ou non alignés. Cela menacerait la capacité de la Russie à maintenir une grande partie de son infrastructure d'exportation. Il y a aussi le risque juridique et de réputation associé à la flotte fantôme. Plusieurs navires russes sont soupçonnés d'avoir endommagé l'infrastructure sous-marine de la mer Baltique, comme les câbles de communication et les pipelines, faisant craindre des actes de sabotage. En janvier, 14 pays de l'OTAN de la région Baltique se sont rencontrés pour discuter des actions contre ces menaces. L'OTAN a annoncé des plans pour déployer des frégates, des avions de patrouille et des drones navals afin de protéger les infrastructures critiques dans le cadre de l'initiative Baltic Sentry. De plus, fin décembre, le pétrolier Eagle S, lié à la Russie, a été impliqué dans des dommages causés à des câbles sous-marins reliant l'Estonie et la Finlande. En janvier, les autorités suédoises ont arrêté un pétrolier maltais soupçonné d'avoir endommagé un câble sous-marin entre la Suède et la Lettonie. Un autre navire, suspecté d'avoir pris part au même incident, a été saisi par la Norvège le 31 janvier. Ces incidents, intentionnels ou accidentels, accroissent l'exposition de la Russie aux poursuites judiciaires, à la condamnation internationale et aux représailles.
Il justifie aussi pour les pays de l'OTAN l'augmentation des patrouilles et de la surveillance dans les zones maritimes clés, accentuant la pression sur les opérations maritimes secrètes de la Russie. La flotte fantôme russe subit une pression occidentale croissante, surtout à cause de circonstances fortuites. Une flotte de navires vétustes avec peu d'entretien tente d'échapper au radar occidental. Cela signifie que malgré le besoin de ces logistiques pour financer la guerre, la Russie a en réalité très peu de contrôle sur le processus. C'est pourquoi la saisie de l'Éventine par l'Allemagne est potentiellement un événement majeur. Cela souligne que la Russie n'a pas la capacité de suivre et de maintenir correctement ses navires, même à distance de ses ports. Bien que cela augmente le risque pour l'environnement, cela signifie aussi que les navires russes pourraient perdre l'invisibilité relative sur laquelle ils comptent pour leur commerce clandestin. Avec l'accent mis sur la défense militaire et nationale, notamment en termes de budget, la Russie perd progressivement de sa vigueur dans la guerre. La décision de la Russie de consacrer une part disproportionnée de ses ressources aux dépenses militaires et aux efforts de guerre crée des conditions de déclin économique et industriel à long terme dans tout le pays. Bien que la flotte fantôme ait temporairement soutenu les revenus pétroliers, la réorientation fondamentale de l'économie russe vers les priorités militaires cause des dommages structurels significatifs. Cette focalisation militaire massive, qui représente plus d'un tiers du budget annuel, prive d'autres secteurs critiques d'investissement nécessaires et mène à un déclin sur plusieurs fronts. Premièrement, la Russie fait face à une fuite des cerveaux, avec un exode massif de professionnels qualifiés depuis le début de la guerre. Selon des estimations prudentes, plus de 900 000 personnes ont quitté le pays. La majorité sont des travailleurs qualifiés comme des ingénieurs logiciels, universitaires, professionnels de santé et experts financiers. Ces personnes sont essentielles pour développer une économie moderne et diversifiée. Leur départ, généralement définitif, rend la Russie de plus en plus dépendante des industries extractives comme le pétrole et le gaz, au détriment du développement de nouveaux secteurs économiques. Les investissements dans les infrastructures non militaires ont aussi diminué. Les routes, les ponts, les centrales électriques et les réseaux de télécommunications reçoivent un entretien minimal, car les fonds sont détournés vers les chars et les missiles. Cette infrastructure détériorée freinera la croissance économique durant des décennies, avec des coûts de transport en hausse et des services de base moins fiables. La situation est exacerbée par l'Ukraine qui cible, avec des missiles longue portée et des drones, les infrastructures logistiques vitales proches de ses frontières. Les systèmes d'éducation et de santé en souffrent aussi. Les universités ont des budgets réduits, des programmes de recherche fermés, et les établissements médicaux peinent avec moins de financement et de personnel. Ces coupes ont des impacts immédiats sur la qualité de vie, mais représentent également un coût dévastateur pour le développement futur du capital humain de la Russie. Le déficit d'innovation est sans doute la plus grande menace pour l'avenir à long terme de la Russie. La production militaire se concentre sur la standardisation et la production en masse de designs existants, plutôt que sur l'innovation technologique ou l'amélioration de la productivité. Tandis que les entrepreneurs de la défense prospèrent, la fabrication civile et le développement technologique déclinent. La Russie accuse un retard croissant sur les tendances technologiques mondiales dans des domaines clés tels que les énergies renouvelables, la fabrication avancée, l'intelligence artificielle et la biotechnologie, qui seront les moteurs de la croissance économique future. L'investissement direct étranger non énergétique a presque disparu. Les entreprises internationales susceptibles d'apporter de nouvelles technologies et pratiques de gestion ont quitté le marché, laissant la Russie de plus en plus isolée des réseaux d'innovation mondiaux. Cette isolation est aggravée par les contrôles à l'exportation qui empêchent l'accès à des composants et technologies avancées. L'économie de consommation russe souffre aussi. Les salaires réels ont fortement baissé après ajustement pour l'inflation, et de nombreux biens importés ont disparu des rayons. Le citoyen russe moyen connaît une baisse constante de son niveau de vie, avec moins d'opportunités économiques en dehors du complexe militaro-industriel. Des parallèles historiques suggèrent que la Russie pourrait suivre le même chemin qui a mené à l'effondrement économique de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Comme l'Union des républiques socialistes soviétiques, la Russie d'aujourd'hui sacrifie le développement économique civil pour maintenir des niveaux de dépenses militaires que son économie ne pourra tout simplement pas soutenir à long terme. La flotte de l'ombre et d'autres mesures d'évasion des sanctions ont acheté du temps, mais elles ne résolvent pas le déséquilibre fondamental d'une économie de plus en plus orientée vers la production militaire plutôt que vers une croissance et un développement durable. À moins que la Russie ne change radicalement de cap, ce que nous observons est la transformation au ralenti de ce qui pourrait être une économie moderne et diversifiée en un état militaire évidé, avec une capacité industrielle en déclin, une capacité technologique et un niveau de vie en baisse pour ses citoyens. Les dommages économiques infligés maintenant prendront des décennies à inverser, même si la guerre se termine demain.
La pression occidentale s'intensifie pour contraindre la Russie à un cessez-le-feu, voire à un accord de paix. Il est probable que d'autres navires de la flotte de l'ombre apparaîtront bientôt dans les reportages. Alors que la Russie pourrait avoir plus d'1 millier de navires opérant dans son commerce de l'ombre, chaque navire qu'elle perd jette directement un autre grain de sable dans les plans et l'économie de Poutine. Que pensez-vous? Le démantèlement de la flotte de l'ombre mettra-t-il fin à la guerre? Dites-le nous en commentaire, et merci d'avoir regardé. Allez voir le sous-marin nucléaire britannique émergeant près du navire espion russe. Puis ceci est arrivé, ou regardez plutôt cette autre vidéo.